Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapienlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais te partager ce que j'ai appris de mon accouchement sans assistance médicale. Confinement, avril 2020, environ 23h30. Je suis à un jour du terme officiel et je ne trouve pas le sommeil à cause de la nausée qui ne m'a pas quittée depuis 9 mois. Vers 23h45, alors que je regarde la énième vidéo ASMR pour accéder à la détente nécessaire pour dormir, je regarde des vidéos ASMR exclusivement quand je suis enceinte parce que ça m'aide énormément à dormir. Donc j'ai limite une playlist que je consulte juste quand je suis enceinte. Et là, je sens une première contraction. Je comprends que c'est pas la même que celle de Braxton Hicks parce que j'en ai eu tout le long de une bonne partie de ma grossesse et ça m'a tenu compagnie ces dernières semaines. J'en laisse passer une deuxième et je me décide à commencer à les chronométrer avec mon iPhone. Mon mari et mon fils dorment tranquillement à côté de moi. Ils se rendent compte de rien du tout. Je patiente, j'applique les méthodes que j'ai apprises, c'est-à-dire respirer doucement, rester calme, etc., accompagner la vague de la douleur. Et vers 1h du matin, elle commence déjà à être hyper rapprochée, ce qui me fait pas flipper parce que pour mon fils, ça avait commencé direct en beauté, c'est-à-dire que j'ai pas eu des contractions toutes les 10 minutes ou toutes les heures ou quoi, ok, c'était direct toutes les 1 minute, 1 minute 30, donc ça me fait pas flipper. Je réveille mon mari pour lui dire que ça y est, c'est le moment et il sait exactement ce que ça signifie. Je suis en congé maternité depuis 2 mois et j'ai eu enfin le temps de préparer mon accouchement. Pas juste physiquement comme je l'avais fait pour mon premier. Pour mon premier, j'étais en mode l'accouchement, c'est un challenge, c'est un challenge sportif, c'est comme un marathon, faut être prêt physiquement. Je le pense toujours, mais je le nuancerai par la suite. Cette fois-ci, je l'avais aussi préparé mentalement parce que je nourrissais secrètement l'envie et le besoin de mettre ma fille au monde dans l'intimité de mon appartement et sans assistance médicale. Pour autant, je me sentais pas vraiment de le faire complètement seule. J'avais besoin que le papa soit convaincu de la démarche. J'ai passé énormément de temps à me documenter, j'ai lu énormément, je suis allée sur des forums pour voir un peu les expériences des autres, de ce que les autres justement anglophones appellent le free birth. Je voulais aussi accoucher dans l'eau et notre appartement ne comporte pas de baignoire. On peut dire par conséquent que le fait que mon mari parte à Carrefour acheter une piscine pour enfants gonflables laisse entendre que, in fine, il était partant. Évidemment, on a eu énormément de discussions sur la question. C'était pas à tout prix accoucher à la maison, etc. C'était on va faire en fonction de la situation et on est prêt dans toutes les éventualités. On est prêt à partir à la maternité, etc. Au total, l'affaire, elle a été pliée en 5h30 environ. Je peux dire que ce fut, alors j'ai bien conscience que toutes les mères disent ça, mais que c'était un des moments les plus marquants de ma vie. J'avais l'impression que j'étais vraiment dans une autre dimension. J'avais déjà accouché avant, mais là, c'était vraiment très différent. Pour anecdote, c'est mon mari qui a attrapé la petite au vol, entre guillemets. Elle était encore dans le sac amniotique. Et quand il l'a reçue, si je puis dire, dans ses mains, le sac qui lui a explosé, le sac amniotique, lui a explosé, si je puis dire, dans les mains. Et il y a environ 730 jours, je donnais naissance à ma fille dans mon bureau, sans assistante médicale,
toute seule avec mon mari. Et dans ce podcast, je vais vous parler de ce que j'ai appris dans cette expérience et de tout ce qui en a suivi. Alors évidemment, pour certains, c'était de la folie pure et pour d'autres, c'était du courage. Pour moi, c'était, je pense, une opportunité de tester et de voir par moi-même ce qui était tellement redouté aujourd'hui. Alors que finalement, quand je me posais la question et quand je revenais un petit peu dans mon histoire familiale, à cheval entre l'époque de mon arrière-grand-mère, de mes arrière-grand-mères et de mes grands-mères, c'était la norme. Ce qui me fait arriver au premier point, c'est que je pense que nous les femmes, on est capables de bien plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire que évidemment, s'il y a 10 ans, on m'avait dit Émilie, tu vas accoucher toute seule, sans assistante médicale, sans doula, sans sage-femme, etc. à côté de toi. J'avoue que c'est clair, j'aurais peut-être rigolé, j'aurais peut-être dit bon, je suis peut-être ouf, mais pas à ce point-là. Mais quand même, j'ai toujours eu tendance à me lancer des challenges plus ou moins débiles. Plus ou moins, voilà, on va dire débile selon qui reçoit le challenge en face, mais ça a toujours été une tendance chez moi. Du coup, je nuance parce que j'ai toujours fait des choses un petit peu comme ça qui sortaient, on va dire, des sentiers battus. Mais quand même, c'était pas quelque chose que j'avais, que j'avais projeté, on va dire, aussi loin. Et puis j'avais cette image aussi, je pense, cette représentation de l'accouchement, de tout ce qu'on a vu en fait dans les films, dans les séries, où ça crie, ça saigne, ça hurle, voire même ça insulte, c'est un bain de sang, c'est limite, c'est dangereux. Tu peux y laisser ta vie, c'est une possibilité, etc. C'est quelque chose que je pense que j'avais cette représentation et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'interroger ces représentations, ces croyances de vie, ces croyances limitantes et de faire un travail vraiment sur ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est ce que je disais au bout de campeuse pendant les coachings, que certes, oui, j'ai fait des études, etc. Je suis psychologue, j'ai plus de 10 ans d'expérience, mais vraiment la question des processus cognitifs, mais parmi ceux-ci, tout ce qui est de l'ordre de la représentation mentale, etc., des blocages, des croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai toujours, que en tant que personne, je comprends à 200%. Avoir des blocages, avoir des croyances limitantes, je pense que c'est vraiment le lot de tout à chacun et que c'est vraiment hyper intéressant quand on a un rêve, si je puis dire, de se dire ok, c'est quoi le bilan, et c'est vraiment un des axes de travail qu'on a pendant le bootcamp. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur le bootcamp, vous pouvez le retrouver sur mapseenlignechaismoi.fr/bootcamp. C'est vraiment quelque chose que moi-même je fais ce travail que j'enseigne. Pour revenir au sujet. Donc, quand je faisais un petit peu le bilan de qu'est-ce que je me représentais de ce que c'est l'accouchement, je pense que j'avais cette image que c'était quelque chose de sanglant, de vraiment douloureux, etc. Alors, je dis pas que c'est pas douloureux, mais que c'était vraiment de limite de l'insupportable, qu'on est entre la vie et la mort. Alors, encore une fois, je pense qu'on est dans un état vraiment particulier, c'est difficile vraiment d'expliciter ça. Mais que c'était pas quelque chose que je percevais comme quelque chose qui pouvait être épanouissant. Je voyais plutôt comme, excusez-moi l'expression, comme une croix, entre guillemets, que la femme, elle porte à un moment de sa vie. Et il faut passer par là pour avoir ton bébé. Mais c'est pas forcément quelque chose qui peut être source d'épanouissement, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, je pense que j'avais cette croyance limitante, franchement, je me rappelle plus comment je pense que c'est pas que j'ai vu faire ça, j'ai pas connu quelqu'un qui avait fait ça, ou j'ai pas vu spécialement quelqu'un faire ça, mais j'avais ce besoin, en fait, de faire ça tranquillement, en fait, sans quelqu'un qui vient me parler ou qui me fait des examens médicaux, etc. En plus, c'était le confinement, donc on savait pas trop où c'en était, le coronavirus, on savait pas quels étaient les risques pour la santé. Donc je pense que j'étais pas rassurée aussi le fait d'aller à l'hôpital, d'accoucher à l'hôpital, de potentiellement de devoir le faire seul dans un pays dans un système que je connais pas, parce que je rappelle que mon premier enfant, j'ai mis au monde en France et que je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis depuis presque 5 ans. Et du coup, j'avais envie de faire ça. J'avais cette envie. Et du coup, j'avais vraiment questionné ça et je voulais faire le bilan sur quels étaient mes blocages, etc. Et du coup, quand je me suis renseignée, que j'ai vu que déjà, quand je me suis souvenue, si je peux dire ça comme ça, que c'était une pratique qui était fréquente avant, si je puis dire, et que je me suis rendu compte que ça se faisait toujours et que ça se passait bien et que ça avait l'air d'être une super expérience pour les femmes qui le faisaient, je me suis dit pourquoi pas moi, en fait.
Et du coup, voilà, bon après je suis pas en train de promouvoir entre guillemets ou de vous dire oui, accoucher seul sans assistance médicale, pas du tout, etc. Quand même, je tiens à préciser que j'avais une grossesse en bonne santé, qu'il y avait pas de problème avec le bébé, voilà, il y a pas de contre-indication, j'avais pas de pathologie particulière, etc. qui pouvait me faire douter de ma capacité réelle en termes de santé à accoucher. Ça m'emmène d'ailleurs au point suivant, c'est que je me suis rendu compte aussi que mettre un enfant au monde, c'est vraiment un processus, si je peux dire ça comme ça, de rassemblement, ça va faire un peu bizarre à dire, spirituel, mental et physique. Pour ma première grossesse, je voyais vraiment l'accouchement comme quelque chose comme un marathon physique. Il fallait que je sois prête. J'ai fait beaucoup de sport long, jusqu'à 7 mois et demi, jusqu'à ce que j'ai de nerf sciatique qui bloque, le bassin pas très stable, etc. Mais voilà, j'ai nagé, j'ai fait des randonnées, j'ai fait vraiment beaucoup de sport, du vélo elliptique, etc. J'étais en forme jusqu'à 7 mois et demi, 8 mois. Et du coup, parce que j'avais ce souci en fait de me dire voilà, faut que je sois en bonne santé pour arriver à l'accouchement. Et l'accouchement de mon fils s'est bien passé. J'avais déjà accouché dans l'eau, dans une baignoire à l'hôpital, assistée d'une sage-femme. D'ailleurs, si elle passe là, je la remercie encore. Ça, c'était une bonne expérience en fait. C'était bien passé. J'ai pas été traumatisée par ça. Franchement, j'ai été super. L'équipe, elle était top. J'ai pas eu le sentiment d'avoir, comment dirais-je, des examens intrusifs ou quoi. C'était pas une décision que j'avais prise suite à un traumatisme lié au premier accouchement. Pas du tout. C'est juste, je voulais voir en fait. Et du coup, autant la première fois, j'avais abordé la chose d'un point de vue physique, santé physique, etc. Spirituellement, on va dire, bon, j'ai toujours une pratique quotidienne, on va dire spirituelle, mais pendant l'accouchement, le deuxième, je pense que le fait d'être livrée à moi-même, si je peux dire ça comme ça, sans personne sur qui me reposer à ce moment-là, ça a accentué encore plus le fait que je m'en remette à Dieu, en fait. Parce que c'est comme si j'avais pas d'autre choix, si je puis dire. Et ça a vraiment, j'ai senti en fait vraiment que c'était une expérience physique certes, mais c'était aussi une expérience spirituelle où vraiment ma connexion avec Dieu à ce moment-là, elle était vraiment, je calculais, c'était la seule relation que j'avais en fait. Même mon mari, je lui parlais pas, si ce n'est que pour lui dire s'il te plaît donne-moi un verre d'eau ou enfin voilà, plutôt pour donner des indications, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment j'avais pas de communication avec un autre être humain, si je peux dire ça comme ça à ce moment-là. Et puis c'était aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi un processus mental, si je peux dire ça comme ça, de mindset, parce que même si j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement en France pour mon premier enfant. Pour la deuxième, donc j'en avais pas fait parce que c'était le confinement. Il y en a eu que un aux Émirats Arabes Unis, mais voilà, c'est l'équivalent du premier confinement en France. J'avais pas fait de préparation du coup, mais moi avec moi-même, si je peux dire ça comme ça, j'avais fait vraiment. Comme je vous avais dit, j'avais beaucoup lu, je m'étais beaucoup renseignée, j'ai regardé énormément de vidéos, évidemment, de femmes qui accouchaient seules. Et vraiment, je me suis rendu compte qu'il fallait que c'était mon mindset qu'il fallait que je travaille, mon rapport déjà à la douleur. Ça fait partie entre guillemets, des réalisations que j'ai eues c'est que, certes, un accouchement, ça fait mal, mais que la perception, la représentation qu'on va avoir de la douleur, ça va amener énormément de choses. C'était une piste sur laquelle j'avais déjà été mise pour mon premier. J'avais ma propriétaire de l'époque, ma voisine, pareil, si elle passe par là, je lui fais un grand bonjour et je lui dis un grand merci pour ce conseil qu'elle m'avait donné. Elle m'avait dit, rappelle-toi que chaque contraction te rapproche de ton bébé. Et je m'étais rappelé de ça lors de mon premier accouchement, et pour le deuxième, je me suis dit, j'ai plus ressenti, en fait, c'était plus profond de me dire ça, c'est-à-dire que je voyais plus la douleur, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, comme je vais pas dire un rite de passage, j'aime pas forcément cette expression-là, mais c'était quelque chose, j'avais l'impression de la maîtriser, en fait, cette douleur. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment particulier à expliquer. Et j'avais aussi, quand je m'étais documentée, j'avais aussi eu connaissance de ce qu'on appelle le réflexe, alors j'avais lu en anglais, en français, c'est le réflexe d'éjection fœtale, je crois. En fait, c'est l'idée que quand le corps est prêt, il pousse, si je peux dire ça, il éjecte, bon, c'est pas très joli, il pousse en fait le bébé par lui-même. Et c'est vraiment quelque chose que pour mon premier accouchement, j'avais été invitée à pousser. Et pour le deuxième, du coup, j'avais cette optique de pas pousser, de pas forcer la poussée en fait, mais vraiment d'attendre
que mon corps, il me donne le signal. Enfin, vous voyez, c'est là où je trouvais que c'était vraiment un processus de rassemblement spirituel, physique et mental, parce que c'est en mode, c'est mon corps qui va pousser par lui tout seul, en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé, tant pendant la poussée que quand j'ai éjecté, excusez-moi l'expression, le placenta. C'est que j'ai senti arriver le truc et c'est sorti tout seul sans que je fournisse. Alors si j'ai fourni, pour la poussée, je vais pas vous dire, j'ai pas fourni d'effort, mais c'était pas le même niveau d'effort que j'avais fourni quand j'avais poussé la chose, poussé mon fils lors de mon premier accouchement. C'est vraiment ce processus comme ça de rassemblement, de connexion spirituelle, le fait que j'avais préparé mon mindset pour me dire comment j'accompagne la douleur. En fait, j'étais pas en mode je vais subir la douleur. Je pense que dans mon premier accouchement, quand même, j'étais dans ce truc où, ok, je subis. Je me rappelle même mentalement me dire mais pourquoi j'ai pas fait la césarienne. C'était c'était mentalement parce que j'ai pas sans péridurale pour le premier et sans péridurale pour le deuxième. Et forcément. Et du coup, là, j'étais pas du tout en mode, j'étais vraiment dans l'acceptation, en fait. Ça m'a fait réaliser que quand on est dans l'acceptation vis-à-vis des choses, c'est quelque chose que je m'étais déjà dit, mais des fois, le fait de vivre les choses dans une sphère différente de sa vie, l'acceptation, ça pousse, en fait, la réalisation dans des sphères plus approfondies, si je peux dire ça comme ça. Et là, le fait que j'avais vraiment fait un travail de mindset pour accepter la douleur, ça fait que j'ai trouvé ça beaucoup moins douloureux. Ça faisait mal, mais c'est pas une souffrance en fait comme ça a pu être la première fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue, et c'est vrai que ça m'a ouvert la porte après. Je l'ai vu après notamment dans les sessions de bootcamp, parce qu'au moment où j'ai accouché, je crois que j'avais déjà suivi 7 cohortes, je pense. En tout cas, plusieurs cohortes de bootcampeuses. Et après avoir accouché, je pense que je leur parlais déjà de tout le processus d'acceptation, notamment émotionnelle, etc. Bon, toutes les femmes que j'accompagne de manière générale. Mais là, le fait de l'avoir vraiment appliqué, si je peux dire ça comme ça, aussi dans le sphère de la gestion de la douleur, dans le paradigme, si je puis dire, de l'accouchement, ça me l'a fait réaliser vraiment plus en profondeur. Et ça fait partie vraiment des prises de conscience que j'ai eues dans cette expérience-là. Également, j'en ai appris sur moi-même et ça a fait sens à plein d'autres trucs après que j'avais vraiment quand je faisais quelque chose qui était important pour moi, qui fait du sens, etc. J'ai vraiment besoin d'être concentrée et d'être tranquille, d'avoir zéro stimulation. Ça a l'air bête comme ça de dire, ça a l'air simple. On va se dire oui, mais tout le monde quand t'es concentré, t'as pas envie qu'on te parle, etc. Moi, normalement, entre guillemets, comme ça, j'ai un peu cette capacité, si je peux dire ça comme ça, quand je suis focus sur un truc, on peut me parler, ça peut danser à côté de moi, etc. et tout, je calcule pas. Mais quand je produis plutôt une tâche, ça fait partie de la cogite, entre guillemets, que j'ai eue après. Quand je fais une tâche qui me demande, entre guillemets, pas forcément, c'est pas que ça me demande pas de cerveau, mais ça me demande une autre concentration, c'est-à-dire que quand je vais être plus dans la méditation, voilà, quand je suis dans une réflexion méditative, j'ai vraiment besoin qu'on me parle pas, en fait, qu'il y ait personne, qu'il y ait limite pas de lumière, parce que tout mon focus, il est là-dedans. Et c'est différent de quand je suis sur mon ordinateur, par exemple, j'écris un article de blog, je vous dis n'importe quoi. Là, ici, il y a du bruit à côté de moi, mes enfants jouent, etc. Ça va pas du tout me déranger parce que je pense que je suis dans un processus intellectuel, mais pas forcément méditatif, si je peux dire ça comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé aussi. Ça fait partie des choses que j'ai appris sur moi-même dans l'accouchement. Et ce que j'ai percuté aussi, plutôt dans l'après, ce que j'ai appris aussi dans l'après, c'est-à-dire plutôt quand j'ai raconté mon histoire, quand j'ai eu l'opportunité de raconter. Alors d'ailleurs, si vous voulez tous les détails techniques, si je peux dire ça comme ça, et logistiques de l'accouchement, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur YouTube, un podcast qui est disponible sur YouTube. Si vous tapez accouchement Émilie Antoine, peut-être que vous le trouverez sans difficulté. Là, je vous livre entre guillemets plutôt ce que les prises de conscience que j'ai eues, sans juste pas rentrer forcément dans tous les détails, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur YouTube, sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, et vous aurez tous les détails quasiment de comment ça s'est passé. Et donc je vous disais, quand j'ai raconté, etc., que je me suis confrontée au regard de l'autre, au jugement, etc., je me suis rendu compte que les femmes, en fait, elles se sentaient extrêmement
vulnérables et insécures dans leur capacité à mettre au monde. C'est-à-dire que pour la plupart des femmes, et ça peut sembler bizarre, mais c'est pas quelque chose que j'avais forcément percuté avant, je me suis rendu compte que c'était pour beaucoup d'entre nous inenvisageable, ne serait-ce que d'accoucher sans la péridurale. Et c'est même quand je disais juste que j'avais fait sans la péridurale pour le premier, c'était waouh, mais ça semblait un truc de incroyable, quoi. Alors que ça m'a pas semblé quand j'en ai fait l'expérience. Oui, ça fait mal, mais c'était supportable, si je peux dire ça comme ça. Après, je parle pas des cas particuliers, voilà, de souffrance extrême, etc. Je suis pas en train de remettre en question le bénéfice, entre guillemets, probable de la péridurale. Ce que j'évoque avec vous, c'est vraiment le fait que parfois, les femmes ne s'autorisent même pas à essayer, en fait, parce que je pense qu'elles se sentent pas la capacité de supporter, c'est même pas envisageable en fait pour elles. Et ça, c'est vraiment que ça fait partie des réalisations que j'ai eues, où j'ai senti du coup cette vulnérabilité, cette insécurité dans leurs propres insécurités. Je pense que entre guillemets, on passe toutes par là, de se poser la question, etc. Mais j'ai vraiment vu que nous les femmes, et je pense que comme je vous disais tout à l'heure, c'est énormément dû à ce qu'on a vu, les représentations qu'on a eues, les histoires qu'on nous a racontées. Forcément, on a plus tendance à entendre des histoires négatives que du positif. Et puis tout ce qu'il y a eu dans les séries, les films, etc., qui ont encore une fois extrêmement influencé notre perception de l'accouchement, fait que par conséquent, on s'autorise pas forcément à faire des choses parce que on nous a dit ou parce qu'on a cru entendre ou même pas. Je peux même pas vous dire où on a vu parce que souvent on n'a même pas vu. Mais voilà, ne serait-ce que la péridurale. Alors accoucher dans l'eau, je vous en parle même pas. C'est pour beaucoup. Alors après, je pense que accoucher dans l'eau, je suis pas en train de dire que c'est forcément mieux. Je connais des femmes qui ont fait l'expérience de rentrer dans une baignoire quand elles étaient en train de faire le travail. Elles n'ont pas du tout aimé, elles sont ressorties directement. Moi, dans les deux cas de figure, dans le premier cas de figure, je suis rentrée directement dans la baignoire quand je suis arrivée en salle de travail et je l'ai pas quittée. Je me suis calée dans la baignoire et voilà, c'était un soutien pour moi, pour porter mon corps. Pour la deuxième fois, j'ai commencé à faire le travail sur le lit, et même à un moment donné, même que mon mari il avait terminé de mettre en place la baignoire et tout, je me suis posé la question de est-ce que j'ai la force d'aller jusqu'à la baignoire? Ah, je suis bien, là ça va et tout. Et en fait, je me suis dit non, vas-y Émilie, ça faisait partie de ton plan et tout. Je suis allée et j'ai trouvé ça tellement soulageant. Ça m'a vraiment énormément aidée. Donc voilà, je pense que c'est du cas par cas, mais c'est tout ce que je veux mettre en perspective. En fait, je suis un peu en train de dire qu'il y a une manière de faire qui est mieux qu'une autre, mais juste de mettre en perspective que des fois il y a des choses qu'on s'autorise même pas à penser, à imaginer, à concevoir comme des choses qui peuvent nous apporter en fait de manière générale. Et je pense que c'était mon cas avant, je voyais pas, je suis pas le genre de femme à dire waouh, la grossesse c'est trop bien, j'aime trop porter un enfant, bla bla bla. Encore une fois, je trouve ça top pour celles qui le vivent comme ça, mais moi c'est pas forcément quelque chose physiquement qui me plaît, on va dire quoi. Mais l'accouchement, je me suis dit, quand j'ai vu d'autres manières de voir la chose et d'autres manières de faire, ça m'a ouverte sur le fait que peut-être moi aussi je pouvais vivre ça comme une expérience épanouissante, et ça a vraiment été le cas. Et je pense que et vraiment surtout dans la première année, je pensais c'est bizarre de dire ça, mais avec plaisir ou nostalgie à cet événement, à comment ça s'est passé, les étapes qui se sont produites. Évidemment, quand j'ai pris ma fille dans mes bras, etc., et je l'ai posée sur mon avant-bras et je l'ai retournée pour lui tapoter un petit peu le dos, etc. Elle respirait bien, Dieu merci, tout allait bien. Mais voilà, c'est plein de petits souvenirs comme ça. Quand j'y pensais, ça me laissait pas le même souvenir, ça me laissait pas la même impression que pour la première fois. C'est vraiment une expérience, les Anglais ils disent empowerment, et je sais pas comment on dit en français, j'ai déjà vu écrire en français, mais je trouvais que ça sonnait pas pareil, mais c'était vraiment quelque chose, comme si je me suis rendu compte de ce que je pouvais faire en tant que femme, peut-être, je sais pas, en tant que personne aussi, parce que je pense que le mindset, que ce soit un accouchement à domicile ou n'importe quel autre challenge de notre vie ou épreuve, la manière dont on va se positionner, dont on va appréhender la chose, c'est vraiment hyper important, c'est vraiment capital pour transformer, si je peux dire ça comme ça, pour se donner l'opportunité plutôt de vivre les choses de la meilleure des manières, en fait, d'en faire des expériences, pas des trucs qu'on subit,
Parce que je pense que j'avais cette image avant qu'un accouchement, c'est quelque chose qu'on subit, mais quelque chose que vraiment on vit, on embrasse en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'enseignais déjà ce que j'enseigne dans le bootcamp avant, mais après l'avoir appliqué aussi à la sphère de l'accouchement, voilà, si je peux dire ça comme ça m'a vraiment ouvert d'autres portes. Tu es voilà, à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsychenlui.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.